Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui en recommande d'autres, j'ai envie de vous parler d'un documentaire que j'ai trouvé d'utilité publique. Il est diffusé en ce moment dans le podcast de Victoire Tuaillon, Le cœur sur la table, produit par Binge Audio et il s'intitule 20 000 lieues sous ma chair. La journaliste Caroline Potier y explore les souvenirs de l'inceste que son père lui a fait subir et tente de cartographier la prise en charge des victimes en France, le tout en 6 épisodes d'un peu plus de 30 minutes. Alors je sais, vous vous dites, encore un podcast qui va me mettre le moral dans les chaussettes. Eh bien je vous réponds, pas tout à fait. 20 000 lieues sous ma chair, c'est certes un podcast bouleversant puisqu'il parle d'abus sexuels subis par des enfants, mais c'est avant tout une piqûre de rappel pas inutile du caractère systémique de l'inceste qui toucherait un Français sur 10. C'est aussi une exploration didactique de la prise en charge des victimes, que ce soit au niveau familial, physique, psychologique, associatif ou judiciaire, un monde judiciaire qui n'est pas toujours à la hauteur de la gravité des faits, comme l'explique Caroline Potier. 3/4 des plaintes déposées pour des violences sexuelles faites à des enfants finissent classées sans suite. Ce sont de vrais chiffres en France en 2024. Ça ne veut pas dire que ces violences n'ont pas eu lieu, c'est juste que la justice n'a pas le temps, pas les moyens, ou la volonté peut-être de traiter ces affaires. Il y a des explications d'ordre pratique, ce sont les moyens que l'on met dans l'enquête. Actuellement, les enquêteurs sont submergés. Maître Karine Durieux-Diebolt est avocate. Elle ne défend que des victimes de viols et d'agressions sexuelles. Pour elle, aucun doute. Le match est truqué d'avance. Et on n'a certainement pas les mêmes moyens qui sont déployés que dans des affaires, par exemple, de stupéfiants, où là, il va y avoir des écoutes téléphoniques, des moyens matériels qui sont mis en œuvre, ce qui est très, très rarement le cas dans des affaires de violences sexuelles. On peut avoir aussi des retards qui sont pris dans le cadre des enquêtes, puisque actuellement, les délais d'enquête sont légalement de 2 ans plus 1 an renouvelable, soit 3 ans possiblement, c'est très long. Et dans certains dossiers, les enquêteurs, malheureusement, sont amenés soit parce qu'ils sont submergés, soit parce que les faits remontent à relativement loin. Ils peuvent être amenés, par exemple, à entendre la victime 1 an après le dépôt de plainte. 3/4 des plaintes classées sans suite, des délais de plusieurs années, et pourtant ce que raconte Caroline Potier dans ce documentaire, ce n'est pas une justice complètement à la ramasse, c'est une justice qui s'améliore. En comparant son expérience personnelle dans les années 90-2000, où les victimes étaient presque systématiquement traînées dans la boue, et l'expérience de celles qui portent plainte aujourd'hui, on mesure bien le chemin parcouru et celui qu'il reste à parcourir. Grâce aux témoignages rares de victimes, de professionnels de santé ou du monde judiciaire, et même d'un homme condamné pour des viols sur sa belle-fille, Caroline Potier signe un documentaire hyper pédagogique sur le parcours qui attend celles et ceux qui dénoncent leur agresseur. Elle utilise aussi une matière sonore que j'ai trouvée hyper intéressante, des cassettes audio qu'elle envoyait à sa meilleure amie quand elle était ado et qui sont le point de départ de son histoire où le silence a pris beaucoup de place pendant longtemps. Pour comprendre comment elle avait donné naissance à ce podcast, j'ai appelé Caroline Potier. Bonjour Caroline Potier. Bonjour Mathilde Mélin. Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre la parole publiquement à propos de l'inceste que vous avez subi aujourd'hui à 37 ans ? Je pense que le déclic, il s'est joué pour moi au moment de la libération de la parole sur l'inceste en 2021. Et je crois qu'un autre déclic que j'ai eu, c'est le podcast de Charlotte Pudlowski, ou peut-être une nuit, qui a vraiment été pour moi un déclencheur. Je pense que c'est la première œuvre aussi forte qui a pu être écrite, en tout cas en œuvre sonore, j'entends, sur le sujet, et qui a fait beaucoup bouger les choses en moi et a suivi en fait cette libération de la parole sur l'inceste. Et je me suis dit, je peux pas rester comme ça en fait. J'ai besoin d'en faire quelque chose. Alors ce quelque chose, j'y réfléchissais depuis un petit moment. J'avais l'idée de faire un film en fait autour de mon père. J'avais cette idée de la confrontation depuis quelques années. Donc on va dire que c'est un projet qui est longuement réfléchi, ça fait une dizaine d'années que j'y pense, mais c'est vrai que ça tournait autour plutôt de la confrontation avec lui, faire quelque chose autour des auteurs. Et puis cette libération de la parole, ça a été vraiment pour moi un tsunami, un tsunami intérieur qui en a provoqué d'autres.
Et l'idée de faire un podcast, en tout cas, est apparue assez clairement, dans le sens où, vous l'aurez compris, c'est un travail sur la parole avant tout. Comment vous avez travaillé à l'écriture? De quoi vous êtes, partis? Quels étaient les sujets que vous aviez identifiés? On va dire que j'avais découpé le projet en étapes. En fait, ce que je me disais, c'est que cette idée de la parole, elle va se découper à plusieurs moments, plusieurs étapes dans la vie d'une victime ou de survivant ou survivante. Et donc, je suis partie plutôt de ça, de cette idée de la révélation, ensuite de la déposition, mais comment finalement on vit avec ça, avec les proches, comment on en parle en fait de ce sujet à tous les stades de notre vie, dans notre parcours, parce qu'en fait, on ne parle pas juste une seule fois. La révélation, finalement, elle peut très bien tomber, si elle n'est pas entendue, si elle n'est pas reçue, ça peut complètement faire flop. Et dans la vie d'un survivant ou d'une survivante d'inceste, c'est ça, c'est ces moments de flop aussi qu'il peut y avoir si cette parole n'est pas reçue en fait et entendue. Dans le dernier épisode de 20 000 lieues sous ma chair, vous interrogez donc Jean, qui est auteur d'inceste, qui a été condamné. Comment vous l'avez convaincu de vous parler? C'est pas moi qui l'ai convaincu, c'est l'équipe de soignants et de soignantes qui le suit. Quand je l'ai rencontré, il était à la fin de son obligation de soins. Il a été jugé pour ce qu'il a fait, il a été condamné, il a été emprisonné. Et à la fin de sa peine, en tout cas de sa sortie de prison, il a été pris en charge, donc c'était 1 fois par semaine, il me semble, 1 à 2 fois par semaine, dans un centre de soins spécialisé pour auteurs de violences sexuelles. Et finalement, c'est en rencontrant cette équipe de soignants et soignantes qu'est venue l'idée, bah, écoutez, si vous pensez qu'il y a parmi vous un patient qui aimerait finalement témoigner dans ce documentaire, bah, sachez que moi, je suis partante. J'avais un peu, moi, laissé tomber cette idée parce qu'il n'y avait pas forcément de répondant. Et puis au mois d'octobre, c'est venu tardivement, c'est la dernière interview que j'ai réalisée, alors que la production était déjà bien lancée. J'ai reçu ce mail de cette équipe de soignants et de soignantes, donc du CRIAFS de Bordeaux. Et ils savaient, Jean, que j'étais moi-même victime, enfin survivante d'inceste. Ils le savaient. Donc en fait, j'ai adopté la même posture qu'avec tous les autres participants du documentaire qui savaient également que le parcours que j'avais eu moi personnellement. Comment vous avez négocié la ligne entre, vous, journaliste et vous, survivante d'inceste dans ce documentaire? Après ça, je pense que c'est la posture de journaliste. Moi, j'ai adopté cette casquette, on va dire, très rapidement. C'est ma formation, donc je pense que la forme du podcast permet à la fois de pouvoir travailler sur un sujet tout en étant concerné et de mettre une certaine, distance. C'est-à-dire que je pense qu'on peut se sentir embarqué dans le récit, mais qu'il y a une certaine pudeur quand même qui s'observe. Dans ce documentaire, vous livrez aussi, certains épisodes, très personnels et très traumatiques que vous avez vécus. J'aimerais qu'on écoute, si vous êtes d'accord, un extrait de l'épisode 2 qui illustre bien, je pense, la violence à laquelle font face certaines victimes quand elles sont confrontées à des professionnels non formés. Pour voir un médecin, j'ai dû attendre 1 an après avoir déposé plainte contre mon père. À 13 ans, donc, je me fais expertiser par un gynécologue. Il a très bonne réputation, c'est un peu le gynéco qui a accouché toutes les femmes de bonne famille de ma petite ville. Pendant l'entretien qui précède l'examen, il me dit « Tu sais, des petites menteuses comme toi, j'en vois à longueur de journée. » C'est la première fois que je vois un gynéco. Appelons-le docteur Ducon. Je me retrouve à moitié nue, les jambes ouvertes, les pieds dans les étriers froids. Là, il me regarde et il me lance. « Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Encore une petite salope qui a écarté ses cuisses devant les petits copains ?» J'explose en larmes. Je cherche le soutien auprès de l'assistante ou de l'infirmière qui me tient la main. Après ça, je me souviens plus de rien. Je sais juste qu'en sortant, je m'écroule dans les bras de ma mère qui m'attend dans le couloir. Est-ce que ce genre, de réponse violente, d'épisodes, traumatisants arrive encore aujourd'hui?
Bah oui, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, hein, ça arrive encore aujourd'hui. Parce que malheureusement, le personnel n'est pas assez formé. Et là, dans le cas du docteur Ducon et du docteur Maboul que j'évoque, évidemment, les noms sont faussés, que j'évoque dans cet épisode-là, là, on a affaire à ce qui s'appelle des masculinistes, clairement. Ce genre de professionnels peuvent encore exercer avec des pensées, comment dire, misogynes, pour écrabouiller, on va dire, les femmes et les enfants. Ça arrive encore malheureusement. Je pense de moins en moins, je l'espère en tout cas, ce documentaire, je pense que vous l'aurez compris, on essaye d'avoir un point de vue optimiste sur les choses parce qu'on sait maintenant comment faire. Et en rencontrant l'équipe du docteur Lebeau, par exemple, qu'on entend dans l'épisode 2, donc à l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, donc ces gendarmes, ces médecins légistes, ces psychologues, ces assistantes sociales, ces infirmières, les choses changent. Les choses changent parce que les gens sont formés aujourd'hui. Je pense que ce qui n'était pas mon cas dans les années, on va dire, 90, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a encore des courants de pensée qui sont là pour finalement discréditer les victimes et ne pas accorder du tout de crédit à la parole des enfants. Et ça se produit toujours, effectivement. Comment vous avez fait pour avoir accès aux structures policières, judiciaires, aux associations pour parler du traitement des cas d'inceste en France aujourd'hui? Bah, finalement, le contact, il a été assez facile. Une de mes portes d'entrée, ça a été de contacter directement la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et c'est vrai qu'ils m'ont répondu immédiatement. Quand je vous dis immédiatement, j'ai envoyé un mail pour présenter mon projet. J'ai un petit pitch, voilà. Je pense que dans l'heure, j'avais un coup de téléphone. Et ensuite, pour l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, c'était plus compliqué parce qu'effectivement, les enquêtes sont en cours. Donc, il a fallu négocier pour vraiment ne pas porter préjudice aux enquêtes en cours et ne pas entendre la voix des enfants qui témoignaient. Voilà, c'était important de conserver de toute façon leur anonymat, mais surtout de ne pas les entendre. Donc, la négociation, ça a été de se dire, on prend vraiment le point de vue du professionnel, du ou de la professionnelle là, dans cet épisode-là, et c'est les mots des professionnels qu'on veut entendre. Merci beaucoup Caroline Potier. Merci à vous Mathilde Mélin. Après cet échange avec Caroline Potier, j'ai eu envie de dézoomer un peu et de parler du cœur sur la table en général. C'est un podcast lancé en 2021 qui, au début, parlait de réinventer l'amour et qui a publié plusieurs saisons hors série avant d'en arriver à 20 000 lieues sous ma chair, le podcast dont on parle aujourd'hui. Pour en parler, j'ai invité la journaliste et productrice Victoire Tuaillon au micro de Sans Algo. Elle m'a rejoint en studio. Bonjour Victoire Tuaillon. Bonjour Mathilde Mélin. C'était quoi l'idée de départ du cœur sur la table ? L'idée de départ du cœur sur la table, c'était de faire un documentaire qui explorerait les façons dont on pouvait vivre des relations riches et profondes dans nos vies. Relations affectives entendues comme relations amoureuses, romantiques, amicales, mais aussi familiales, mais aussi avec le vivant en général, enfin toutes sortes de relations, et donc d'explorer non seulement les façons dont des systèmes de domination, donc le patriarcat, mais aussi les systèmes de domination postcoloniaux, racistes, sexistes, et toutes les formes de domination en fait abîment nos relations, et non seulement nommer ce qui leur fait mal, mais aussi nommer et décrire et analyser les façons d'en sortir en fait. La première saison du Cœur sur la table, c'est vous qui l'incarniez. Et puis ensuite, il y a eu ce que vous avez appelé sur le site des hors-séries, incarnés par d'autres autrices. Je pense notamment à Ovidie, Anaïs Volpe ou Lolita Rivet plus récemment sur l'éducation affective et sexuelle des enfants à l'école. Et maintenant, il y a donc le documentaire de Caroline Potier sur l'inceste. Comment vous définiriez la ligne éditoriale du Cœur sur la table aujourd'hui, après toutes ces saisons hors-série ? C'est toujours la même ligne, c'est-à-dire on cherche en fait à savoir comment est-ce qu'on peut vivre des relations riches et profondes avec les autres et en entremêlant des histoires très intimes et en les politisant, ce qui est la démarche qu'on fait dans le cœur, mais dans le féminisme en fait en général, c'est-à-dire de dire voilà, ce qu'on pense nous être le plus personnel, nos histoires d'amitié le plus intime, nos désirs sexuels, nos blessures, nos souffrances, nos problèmes familiaux, etc. En fait, bien sûr, il y a une part qui est tout à fait personnelle et individuelle et ça nous intéresse, mais en fait, c'est aussi quelque chose qui est politique et qui est relié à des phénomènes sociaux qui sont plus grands que nous, en fait. Et c'est ça qu'on cherche à mettre en valeur, à mettre en lumière. Par exemple,
Chez Lolita Rivet, on disait, donc qui a produit un documentaire qui s'appelle C'est quoi l'amour maîtresse? Elle est institutrice en CE1, enfin professeure des écoles, et elle a donné la parole à ses élèves de CE1 quand elle leur faisait des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Et elle montre très bien qu'en fait, les problèmes que rencontrent ces enfants, les problèmes de harcèlement, de violence qu'ils peuvent avoir entre eux, les violences qu'eux-mêmes peuvent subir dans la famille, et parce qu'on rappelle, il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de maltraitance et aussi de violences sexuelles, et c'est pas que des histoires individuelles, en fait, c'est des phénomènes de société. Et donc, si on veut qu'on vive des relations, encore une fois, heureuses, riches, profondes, égalitaires, joyeuses, etc., il faut absolument comprendre les racines du malheur, en fait. Comment vous organisez le glissement d'un sujet, d'une thématique à une autre? Parce qu'on est quand même parti d'un podcast qui parlait de choses assez lumineuses. On va réinventer les relations et nos façons d'aimer. Et là, on arrive avec une saison qui parle d'inceste, qui est évidemment un sujet extrêmement grave. Comment vous avez construit ce glissement? Mais parce qu'en fait, si on veut réinventer l'amour et nos façons d'aimer, on est obligé de regarder en face ce qu'il y a de plus sombre. Donc pour moi, il n'y a pas de glissement en réalité. C'est justement, d'ailleurs, c'est ce qu'on entend dans le documentaire de Caroline Potier, qui est qu'en fait, bien sûr qu'elle parle de choses qui sont extrêmement difficiles, les violences que lui a fait subir son père, le rejet d'une partie de sa famille, mais enfin, c'est quand même surtout un podcast quand même sur l'amitié, sur ce qui permet de s'en sortir, sur la beauté de la relation avec sa mère, sur ses amis, son amoureux qui était là en fait pour la soutenir, et même sur le fait qu'il y ait des soignantes qui sont là, et il me semble qu'il y a aussi une part très lumineuse en fait là-dedans. Cette saison, ça m'a posé une question sur le journalisme et ses limites, le fait que ce soit une victime d'inceste qui incarne ce documentaire. Ça m'a poussée à me demander, est-ce qu'on peut parler sérieusement de sujets douloureux comme celui-ci ou d'autres sans l'avoir vécu? Est-ce que c'était important pour vous que ce soit quelqu'un qui ait vécu l'inceste qui raconte cette histoire? Oui, parce que pour l'instant, en fait, après, très récemment, il y a eu ce magnifique documentaire qui s'appelle Mon Odyssée, chez Nouvelles Écoutes. Mais en fait, en podcast, pour l'instant, il y avait eu que des personnes qui n'avaient pas été très directement impactées par les violences sexuelles qui avaient fait des documentaires. Je pense à Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski, ou Charlotte Bien-Aimée qui avait fait des épisodes dans un podcast à soi. Et oui, c'est très important. C'était important pour moi. Je l'ai pas choisi pour ça, mais j'ai été très touchée en fait par la façon dont Caroline racontait son histoire, dont elle l'avait analysée, dont elle a travaillé dessus, par ce matériau sonore qui est quand même extraordinaire, qui sont les cassettes qu'elle a enregistrées pour sa meilleure amie. Et c'est pas qu'on doit forcément avoir vécu quelque chose pour pouvoir en parler, ça je crois pas. Mais par contre, c'était une dimension essentielle du projet de 20 milieux sous ma chair en tout cas. Est-ce que vous avez déjà de prochains projets en production? Non, pour l'instant, il n'y a rien qui est en production, mais il y a des choses, donc je pense, qui vont aller très vite en production. Ouais. Et comment vous décidez de ce qui devient une saison de podcast et de ce qui devient un essai pour votre collection de livres? Pour le cœur, ce qui est aussi très important, c'est qu'il y ait vraiment une dimension sonore, qu'il y ait vraiment une... Voilà, justement, c'est la question que je pose. J'ai un guide d'écriture, j'aurais dû vous l'envoyer, j'ai un guide d'écriture pour les personnes qui nous proposent des séries, qui fait une bonne dizaine de pages, où je leur dis, voilà, il faut que vous arriviez à justifier pourquoi est-ce que vous voulez le faire en son, pourquoi vous voulez le faire en podcast, pourquoi c'est pas un livre, pourquoi c'est pas un film, pourquoi c'est pas un compte Instagram et tout ça. Et donc, il faut qu'il y ait une dimension sonore, indiscutablement. Et donc là, pour C'est quoi l'amour maîtresse, c'était assez évident qu'on avait très envie d'entendre ces enfants parler. Donc les élèves de CE1, là. Et pour 20 milieux, ces cassettes, c'est un matériel sonore qu'il faut faire entendre, en fait. Voilà. Et là, les projets suivants, c'est la même chose. Pour l'instant, toutes les séries hors série sont portées par des autrices. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une proposition d'auteur qui nous convainque pour l'instant. Voilà. Et je pense qu'il y a plus d'autrices de documentaires que d'auteurs de documentaires, quoi. Est-ce que vous avez une partie de vous qui pense à la publicité, au marketing autour de vos podcasts quand vous acceptez des nouvelles saisons? Par exemple, là, on imagine qu'une saison sur l'inceste, c'est plus difficile à puber qu'une saison sur une sexualité décomplexée. Est-ce que ça fait partie des choses auxquelles vous pensez? Bah oui, enfin, en tout cas, moi, j'en suis consciente, mais c'est pas mon problème, quoi. Enfin, disons, je le sais. Puis moi, je me bats pour que on fasse une belle série sur l'inceste. Tant pis si les publicitaires veulent pas mettre de pub dessus. J'ai des arguments à faire valoir. Bon, ça, c'est de la cuisine interne dans les entreprises, mais c'est vrai que c'est un gros problème dans le monde du podcast où il n'y a pas de subvention publique, il n'y a pas d'aide à la presse, il n'y a pas tout ça. Et donc, on dépend essentiellement de la pub pour survivre. Et oui, c'est vrai que les annonceurs, ils n'aiment pas spécialement être... ils vont pas acheter de la pub sur un programme qui parle d'inceste, ça, c'est sûr. Mais justement, j'essaye de faire en sorte que les audiences des autres programmes, que tout le travail que je fais puisse permettre en fait de financer ces programmes-là. Et puis il y a le travail de toute l'équipe de Binge Audio et maintenant de Paradiso qui s'occupe aussi de financer des programmes qui n'ont pas seulement vocation à plaire aux publicitaires.
Si on est auteur ou autrice et Oui. qu'on a un projet à vous proposer, comment on fait et quel est le meilleur moyen pour que vous nous disiez oui? Il faut écouter déjà tout ce qu'on a fait avant, écouter beaucoup, beaucoup de podcasts et ensuite on peut nous écrire à l'adresse lecoeur@binge.audio en nous présentant brièvement le projet et puis si le pitch nous intéresse, on vous renvoie un guide d'écriture et à ce moment-là, vous pouvez envoyer une proposition un peu plus détaillée. Voilà. Merci beaucoup Victoire Tuaillon. Merci Mathilde. Si je vous recommande 20 000 lieux sous ma chair, c'est parce que c'est une formidable boîte à outils dans laquelle on peut venir piocher, qu'on soit victime ou non. Je dois quand même vous prévenir que certaines scènes sont particulièrement difficiles. Je vous conseille donc d'écouter ce podcast dans de bonnes conditions. Et si vous cherchez d'autres podcasts, films et livres pour aller plus loin sur la question de l'inceste ou des violences sexuelles sur mineurs en général, vous en trouverez plein dans la description de cet épisode. Pour écouter 20 000 lieux sous ma chair de Caroline Potier, ça se passe dans le podcast Le Cœur sur la table, sur le site de Binge Audio ou sur toutes les applications habituelles. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle recommandation d'écoute, toujours sans algo, c'est promis. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage par Marius Sor.